je voulais un petit peu remettre en lumière celles et ceux qui ont été présents aux rencontres de novembre dernier et qui ont été donc les premiers conférenciers à animer les rencontres autour de la voix, pour vous en faire un petit récapitulatif. Il y a eu Emmanuelle Prulière, ma sœur kinésithérapeute, qui avait approfondi l'idée que la voix, c'est le miroir de l'âme. De quelle façon? Par le fait que l'identité vocale reflète notre intimité et cette part indicible de notre être. Oui, il y a des voix dehors, mais c'est bien, nous sommes dans la voix. Il y a eu aussi Thierry Niogré, animateur France Bleu Béarn, qui avait ajouté qu'une belle voix, c'est une voix sincère. Donc la voix serait le reflet d'une âme en accord avec soi et authentique envers l'autre, car il précise que si l'on n'est pas sincère, l'auditeur le perçoit, le mensonge transparaît dans la voix. Et enfin, il y a eu Martine Masquelin, chanteuse lyrique. Et par sa carrière, elle sait mieux que quiconque tout ce que l'on vient de dire. Chaque entrée en scène impliquait pour elle une nouvelle naissance, ce sont ses mots, entraînant de nouvelles émotions et une intimité dévoilée à un public toujours témoin du miroir de son âme et de son cœur. Voilà un petit peu ce qui s'est passé le 13 novembre, et sur vos chaises, vous avez des petits papiers qui résument un petit peu tout ça. Ce matin, vous avez pu entendre l'instructive intervention de Monseigneur Benoît. Et maintenant, nous accueillons Marie-Hélène Cazot, peintre, qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation, alors que nous nous connaissions à peine. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle vous expliquera. En quelques mots, je résume sa vie. Il lui aura fallu... Oui, sa vie. Alors, elle est née en... et puis alors, il s'est passé tant de choses. Vous avez du temps devant vous? Bon, en gros, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'il lui aura fallu attendre l'âge de la retraite, et oui, c'est comme ça, mais pour pouvoir vraiment se tourner pleinement vers son art. Avant, Marie-Hélène a été médecin. Alors, elle peint un peu de tout, mais principalement les femmes, les décors, les lieux ordinaires, les lieux qu'on oublie, c'est-à-dire les portes, les portails, les coins de maison, qu'elle se plaît à mettre en lumière. Bref, avec Marie-Hélène Cazot, l'ordinaire devient extraordinaire, tout comme le sont aussi les lieux qu'elle choisit. Le métro parisien, la base sous-marine de Bordeaux. Nous verrons certainement quelques extraits et vous verrez, c'est incroyable. Elle donne vie et voix à des lieux que l'on ne regarde pas, que l'on ne regarde plus. En échangeant ensemble sur les rencontres d'aujourd'hui et sur son intervention, elle m'a fait découvrir des éléments inattendus au regard d'une toile. Elle m'y a fait entendre des bruits, des paroles, même des conversations. Voilà le portrait de la femme qui va vous adresser des regards parlants et qui va vous faire pénétrer le monde de l'imaginaire. Bon voyage. Oh, bravo. Bravo. Je vois vraiment pas pourquoi je vais parler, parce que tu pourrais faire la conférence à ma place. Oh non. Vachement bien. Bon, est-ce que vous m'entendez là? Tout le monde? Oui, vous m'entendez bien? Parce que je suis un peu enrouée, puis je suis un peu stressée, donc, mais ça va aller mieux après quand je vais parler. Bon, alors j'y vais. C'est l'heure. Je mets quand même mon minuteur, je voudrais pas dépasser l'heure. Et non, il ne faut pas dépasser l'heure. Ah non, 1 heure. Là, on voit déjà la rigueur, là, déjà. La rigueur de l'artiste. Voilà. Bravo, Gérard, tu es extraordinaire. Oh non, mais non, je ne sais pas me servir de ça. Non, je préfère pas. Alors, pour tout à l'heure, de toute façon, Alain en aura certainement besoin. Non, je préfère sans micro. Si vous m'entendez, je préfère sans micro. Merci, Gérard. Moi, personnellement. Bon, alors tout d'abord, moi je vais me lever d'ailleurs, parce que
plus à l'aise. Alors, je tiens à remercier Claire Baudouin, qui m'a proposé de participer à ces rencontres autour de la voix. En fait, c'était en janvier, il y a 2 ans et demi, presque 2 ans et demi. C'était lors d'une exposition à la Chapelle de la Persévérance, une exposition où j'ai exposé mes tableaux. Elle est arrivée, toute pimpante, comme on la connaît. Elle m'a dit bonjour, bonjour. Et voilà, il faudrait que vous fassiez une intervention parce que j'ai l'intention de faire des rencontres autour de la voix. Ah bon? Alors j'ai été un peu surprise. D'abord je lui ai dit non, bien sûr. Bon, on lui avait déjà dit que j'allais dire non, donc j'ai dit non. Et puis petit à petit, elle était tellement persuasive que je lui ai fait confiance et que j'ai dit oui. Donc j'ai dit oui, me voilà, et me voici. Alors je tiens aussi à vous remercier tous d'être venus, d'avoir payé pour venir m'écouter. D'habitude on m'écoute gratos, hein. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter alors qu'elle l'a déjà fait. Elle a déjà dit pratiquement tout ce qu'il y avait à dire. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment. Je vous demande votre indulgence si je bafouille, si je me trompe. Je ne suis pas habituée du tout à parler en public, donc j'espère que ça va bien se passer. Bien sûr. Bon, alors, donc je fais de la peinture. J'en ai fait depuis longtemps, mais en amateur. J'étais un peintre du dimanche, du week-end. Et puis à partir de la retraite, c'est-à-dire il y a quelques années, quand j'ai eu 60 ans, j'ai fait que ça. Donc là, je peins tous les jours. Sauf quand je ne peins pas, il m'arrive de passer une semaine, quelquefois un mois sans peindre, mais dans ces cas-là, je deviens invivable, il faut vite que je me remette à peindre. Donc je peins tous les matins. Et qu'est-ce que je peins? Eh bien au début, c'est surtout au début, quand je faisais les 3 ans que j'ai passés aux Beaux-Arts, quand j'avais 30 ans, on faisait des portraits parce qu'il y avait des modèles. Donc on les avait sous la main, donc on faisait des portraits et des natures mortes. Et une fois que je suis rentrée chez moi, quand il fallait peindre tout seul, dans son atelier, eh ben, je me suis mise à peindre ce qu'a dit Claire, c'est-à-dire des décors. J'ai fait pas mal de portillons, de portails, de portes. Et puis après, j'ai eu des coups de foudre. Donc il y a eu le coup de foudre d'abord le métro parisien, c'était il y a une vingtaine d'années. Et puis en suivi la base sous-marine de Bordeaux. Là, c'était magnifique. D'ailleurs, dans le lieu ici, il faut en parler parce que la base sous-marine de Bordeaux, la première fois que je suis rentrée là-dedans, j'ai entendu les voix allemandes qui criaient. C'était terrible, terrible. Du coup, j'en ai fait quelques tableaux. Et ensuite, la dernière série que j'ai fait presque une trentaine de tableaux sur les blocos de la plage de Cabreton. Ceux qui les connaissent, ils sont éparpillés sur la plage de Cabreton. Et la première fois que je les ai vus, c'était absolument fantastique. C'était après la tempête. On ne pouvait pas aller sur la plage parce que c'était coupé. Vous savez, c'est comme une falaise, quoi. Donc, il fallait faire presque de l'alpinisme pour pouvoir descendre sur la plage. Et là, c'était à midi, marée basse, un temps splendide, en février. C'était absolument somptueux. Et donc, ça m'a saisi et j'en ai fait pas mal de tableaux. Bon. Actuellement, qu'est-ce que je peins? Alors, je peins surtout des paysages et je fais beaucoup d'eau. Parce que ce que j'aime, c'est faire les ombres, les lumières. Et c'est vrai que dans l'eau, il n'y a que ça. Donc, ça me plaît beaucoup. Donc, je fais beaucoup ça. Et donc, je fais l'eau, la mer, les lacs. Voilà. Quand il est fini, le tableau, s'il est réussi, entre guillemets, c'est-à-dire, il va chercher à toucher les gens et l'émouvoir, si c'est possible. Bon, si vous voulez savoir un peu plus sur moi, vous pouvez aller sur le site internet des artistes associés. C'est un groupe d'artistes de la région paloise. J'en fais partie depuis plus de 20 ans. Oui, le temps passe vite.
Et donc, vous tapez artiste associé Pau. Et là, vous pouvez avoir d'abord tous les artistes qui font partie de cette association. Nous organisons une exposition pratiquement tous les ans. Et pour info, la prochaine aura lieu en décembre, début décembre, la première semaine de décembre, à la Chapelle de la Persévérance. Chaque année, nous avons un thème et nous travaillons tous autour de ce thème. Et cette année, le thème, c'est de l'air. De l'air. En réaction, je suppose, au masque et au reste. Hein? Donc, ça va être de l'air. Alors moi, je vais faire de l'eau, hein, comme d'habitude, mais bon, ça sera quand même de l'air. Hein. Et vous avez également le livre. Oui, alors les petits livres. Vous avez toutes les peintures voilà. aussi de Marie-Hélène. Pas toutes, mais j'ai fait un petit bouquin oui. où je raconte pourquoi je travaille, pourquoi je peins. Magnifique. Voilà. Merci. Bon, alors, il faut parler donc de la voix et de la peinture. Alors, au début, quand elle m'a dit la voix et la peinture, rien à voir. Mais alors, rien. C'est deux domaines artistiques. Ça, c'est oui, c'est vrai. Deux domaines artistiques, mais complètement différents. Parce que quand même, la peinture, ça s'adresse à la vue, et la voix, ça s'adresse à l'ouïe, enfin à l'audition. Donc, on va regarder. Alors, on va voir une toile, on la voit. Mais ça ne va pas suffire. Une voix, on va l'entendre. Mais ça ne va pas suffire non plus. Il va falloir travailler. Il va falloir que le public il s'y mette un peu. Donc, la voix, il va falloir se concentrer, être attentif, tendre l'oreille pour l'écouter. Ça ne suffit pas d'entendre, il faut aussi l'écouter. Pour la peinture, c'est exactement la même chose. Vous la voyez? Bon. Mais après, il faut travailler un peu. Il faut se concentrer, il faut tendre sa vision, il faut aiguiser sa vision et il faut regarder. Et une fois qu'on a regardé la peinture et qu'on a écouté la voix, eh bien, il faut recommencer. Une troisième chose, on revient au premier verbe. C'est-à-dire que la voix, vous me suivez jusque-là? La voix, on l'entend, ensuite on l'écoute, et ensuite on l'entend. Au sens de, on la comprend dans sa globalité. Et pour la peinture, c'est qui fait exactement la même chose. Donc, la peinture, on la voit, on la regarde, et après on la voit. Au sens de, on la comprend. Elle se découvre. Elle se découvre. Mais c'est vous qui l'avez. Si vous voulez, aussi bien la voix que la peinture, on la digère. Voilà. On la fait sienne, en fait. On rentre dedans. Donc, on voit bien que, malgré leurs différences, hein, la peinture et la voix, ça part du même principe, quoi, tout ça. En fait, bon. C'est la part active. C'est la part active, exactement. Là, j'ai fait la réception. Autre différence, c'est la création. Alors là, le processus de création, il va falloir que je mette... oui, c'est ici. Voilà, sauf que là, ça ne marche plus. Ah, ça y est, ça y est. Alors, que je m'emporte, puis après, voilà, là. Et ici, après, ça va être bon, ça va passer. Deux fois, ouais, voilà. Ah, on recommence. Attends, tiens. Non, mais regarde, je vais le faire. Oui. Et tu me diras quand je dois changer de... Voyons. Voyons, on est où là? On est là-haut. Oui, là-haut. Ah non, maintenant elle veut plus ici. Non, elle veut pas ici. Attends, je vais me mettre peut-être... C'est bon, c'est bon. Ah, voilà. Alors...
Non, non, ça va aller. Voilà, ça y est. Voilà, alors. Je vais rester là. Oui, ça y est, après, il n'y a plus qu'à cliquer. C'est bon. Ouais, Ouais, c'est bon, ouais. t'es sûr? Ouais. Donc ça, c'est le métro. C'est la station Pasteur. C'est pour ceux qui connaissent. Elle est orange. Ensuite. Ah mais non. Si, parce qu'il faut qu'elle soit... Fais voir. Ouais. Il faut qu'il y ait la... Voilà, là-bas. Voilà. On va rester Voilà, là. tu restes là. Voilà. Ça, c'est la base sous-marine. Voilà. Ensuite... Non. Oh. Ça, c'est le blocos. Un blocos, en tout cas. Ensuite, là... Oh, Je pense que ce sera... je suis pas bonne. Hein. Je suis pas bonne à ce truc. Non, mais c'est parce qu'elle est pas terrible, cette... Je pense qu'on va faire... On avec peut la flèche. déconnecter. Avec ça, ça va être plus facile pour moi. Là, ici. Regarde, attends, Marie. Attends. On est où, là? Ah, je sais pas. Non, c'était ici qu'il fallait faire. Excusez-nous, hein, ce sont les aléas du direct. Ouais. Attends. Ah. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Donc Prends la là, petite je flèche, fais là. le... Voilà. Ah, je vais y arriver. Super. Donc, ça, c'est encore des blocos. Ensuite, ça, c'est encore des blocos. Et voilà. Donc, j'en suis à la création artistique. Je reviens à ma voix et à ma peinture. Alors, on va prendre l'exemple d'un morceau de musique très simple. C'est une des plus célèbres comptines françaises. Elle peut se traduire avec la voix, avec la peinture, mais avec d'énormes différences. Alors, on va prendre deux artistes. À ma droite, un compositeur de musique, et à ma gauche, un peintre. Ou vous inversez, moi je m'en fiche, la droite et la gauche. Bon. Alors, le compositeur de musique, il va écrire des petits signes sur un papier, avec des lignes. Ça s'appelle des notes. C'est une partition de musique. C'est lisible par les initiés. Il faut connaître un peu la musique, le solfège, pour pouvoir lire cette chose-là. L'autre, qui est à ma droite ou à ma gauche, je ne sais plus, le peintre, il ne se fait pas appeler maestro comme le musicien, mais il se fait appeler maître quand même. Donc, lui, il va faire, c'est ici, il va faire un dessin. C'est la même chose. Et on peut avoir aussi un troisième individu qui, lui, eh bien, il va écrire des signes aussi, mais ça va être de l'écriture. Il faut savoir lire. Il faut savoir la déchiffrer. Donc, pour la partition, afin qu'elle touche son public, il va falloir l'intervention d'un chanteur ou d'une chanteuse qui va traduire avec sa voix les notes de musique qui sont écrites. Ou ça peut être un pianiste, un musicien, un orchestre, quel qu'il soit, qui, avec son instrument, va jouer les notes de musique. On peut avoir les deux ensemble, c'est-à-dire la chanteuse qui va chanter les notes de musique, le pianiste qui va l'accompagner, et puis même elle va chanter, elle ne va pas chanter ah ah ah, elle va aussi chanter au clair de la lune, mon ami Pierrot. Donc il faut tout ce monde-là pour que cette voix vous parvienne et que vous la compreniez et que vous l'écoutiez et que vous l'entendiez. Pour le texte qui va être écrit par le poète ou par l'écrivain, c'est pareil. Vous allez avoir un comédien qui va vous déclamer au clair de la lune, mon ami Pierrot. Bon, là, il faut quelqu'un qui déclame. Tandis que le peintre, le dessinateur, le graveur, il fait son machin, son dessin, sa gravure, il la pose sur un mur, c'est tout. Il est tout seul, et vous êtes tout seul à regarder, c'est direct. Vous le recevez directement. Alors que pour la voix, il faut quand même presque une usine à gaz. Il y a du monde là-dedans. Hein. Il y a des intermédiaires. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc ça, c'est les différences. Ceci dit, à la fin du compte, l'émotion que vous allez en ressentir
peut être tout à fait la même en écoutant ou en regardant. Voilà. Ok? Il faut que je parle plus fort, on me dit. Bon. Alors, donc j'ai vu les différences. Maintenant, on va voir ce qui se ressemble, les rencontres. Alors, la peinture, la voix de la peinture, j'ai appelé ça. Je bois un coup quand même. Oui, c'est fait pour. Merci. Alors, on peut tout de suite dire sans se tromper que la peinture, le dessin, tous les arts graphiques constituent, comme la voix, un moyen d'expression. Bois. À la tienne. Voilà le silence dont on parlait tout à l'heure. Il faut savoir prendre le temps, alors que quand on est sur scène, on a toujours l'impression qu'il faut enchaîner. On a peur d'un silence. Voilà. Grâce à ce silence, elle peut boire et nous, on médite sur ce qu'elle vient de dire. C'est beau, un silence. Quand j'ai commencé à peindre et à dessiner, c'était pour prouver à ma famille et à mes amis que j'avais quelque chose à dire. Pour me prouver à moi-même que je pouvais toucher les gens grâce à mes images, à ce que je faisais. Encore maintenant, j'ai souvent des difficultés à exprimer en mots ce que je veux dire. Alors qu'à travers les tableaux, j'ai l'impression que les gens comprennent mieux, plus vite et plus facilement, et que la communication se fait plus aisément. Et ça, c'est un aspect du travail qui me plaît beaucoup, bien que je ne sois pas très sociable. On travaille, tous les artistes qui font ça, on travaille tout seul dans son atelier pendant des mois, des semaines, des mois. Et puis, un beau jour, paf, on le montre. On se montre, on montre ça, on fait une expo. Et là, vous avez les gens qui viennent vous voir et qui viennent vous raconter et qui viennent vous dire que ça leur parle. Ce que vous faites leur parle. Ah bon? C'est génial ça quand même. Ça leur parle, sans parole, mais ça leur parle. Ça veut dire qu'ils aiment. Parce que si ça ne leur parle pas, c'est qu'ils n'aiment pas trop. Bon. Mais en général, les gens qui n'aiment pas, ils ne viennent pas me le dire. Ils l'écrivent quelquefois sur le livre d'or. J'en ai 2 ou 3 comme ça, bien sentis. Il y en a un qui m'avait mis bof. Comme ça là. C'était bref, mais c'était... Bon, absolument, c'était bref, mais ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Bon. La plupart du temps, quand même, les gens sont plutôt acquis, ils sont gentils sur le livre d'or. Hein. C'est pas des critiques méchantes. Donc, ils ont passé un bon moment, en général. Donc, ça me fait plaisir. Alors, un tableau, c'est un objet, mais ce n'est pas n'importe quel objet. C'est quelque chose qui raconte une histoire. Une histoire que le spectateur peut décoder, comprendre, imaginer, et parfois même il peut l'entendre. Là, j'ai une anecdote à vous raconter, je tenais à vous la dire. C'est l'histoire, alors j'y arrive, il est là, il ne veut pas. Alors, ça y est, voilà. C'est l'histoire d'un tableau que j'ai fait il y a longtemps, et ce tableau, il était exposé, il était accroché au salon, chez moi, et mon petit-fils, c'était il y a 20 ans, il devait avoir 2 ou 3 ans, parce qu'il est grand maintenant, et il était fasciné, il adorait ce tableau, mais il lui faisait très peur, et je ne comprenais pas pourquoi. Donc vous voyez, c'est une porte, une bête porte, hein, une belle porte, une bête porte. Et alors il me disait là, et il faisait waouh. Je dis quoi? Là. Il y avait un lion caché là-dedans. Carrément. Et lui, il entendait. C'est rigolo. Donc il entendait bien ce lion qui était caché dans le tableau. Alors parmi tous les tableaux, il y en a qui sont plus ou moins bavards, bien sûr. Par exemple, une nature morte de Cézanne va peut-être être moins bavarde que le festin de Bruegel. Encore que, on a écrit des bouquins sur les natures mortes de Cézanne. Hein?
Donc, ça ne veut rien dire. Mais quand même, là, le festin, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'histoires à raconter, c'est la noce, on peut dire le menu, enfin, il y a quand même matière. Plus, moi je trouve personnellement, plus que dans 3 pommes et 2 citrons. Bon. Alors, parmi les tableaux qui ont classiquement beaucoup de choses à dire, on va avoir la peinture d'histoire avec un H majuscule. Alors, la peinture d'histoire, c'est un des genres les plus anciens de la peinture et un des mieux cotés. Brièvement, je vous rappelle qu'on a classé les peintures en plusieurs genres. Ça, c'était au XVIIe siècle. La première peinture, la plus noble, c'était donc la peinture d'histoire, qui comprenait les sujets religieux, mythologiques, allégoriques, d'histoire, justement, avec les batailles et tout ça. Ensuite, la deuxième catégorie, c'était le portrait. La troisième, c'était la peinture de genre. Ben, ça, c'en est une. C'est-à-dire les scènes de la vie quotidienne. Ensuite, on avait, en dernier, la peinture de paysage et les natures mortes. Voilà, ça, c'était la classification des genres de peinture jusqu'à la fin du 19e. Mais, à la fin du 19e, tout a volé en éclats, hein, avec l'impressionnisme et les autres qui sont arrivés par derrière, hein, tous. Donc, ça a été fini. Hein. Donc, on n'en parle plus. Pour toutes ces histoires racontées par les tableaux, il est bien entendu que c'est vous, les spectateurs, qui vous les racontez. En prenant appui sur l'image que vous avez sous les yeux, avec ce que vous savez déjà de l'œuvre, avec ce que vous savez déjà du peintre, avec le titre de l'œuvre, avec votre humeur du moment, c'est bien vous qui racontez l'histoire. Sauf quand vous allez dans un musée et que vous avez l'audioguide. Là, l'audioguide, il vous dit tout. Il vous donne plein de renseignements très utiles, mais il fait aussi le travail à votre place. Donc je trouve que quelquefois, c'est bien aussi de ne pas l'avoir. C'est-à-dire de pouvoir laisser aller son imagination, son imaginaire. Alors, je vous prends 2 exemples de peinture d'histoire. Le premier, hop. Alors, c'est le célèbre, c'est le grand Léonard de Vinci qui a immortalisé la scène la plus connue de l'histoire, c'est-à-dire c'est la scène de la Seine. Bon, cet épisode de la vie de Jésus a donc été immortalisé par le grand Léonard. C'était une grande fresque, je vous dis, de 4,60 m sur 8,80 m. C'est pas rien quand même. Il a mis 4 ans pour la peindre. C'est une fresque, c'est-à-dire que c'est peint sur un mur. Et c'était destiné au départ au réfectoire du monastère de Santa Maria delle Grazie, avec l'accent. Alors, comme vous voyez, ça représente le dernier repas que Jésus a pris avec les 12 apôtres, le jeudi saint, veille donc de sa crucifixion. C'est de saison en plus. Donc vous voyez Jésus, il est au centre de la composition et les apôtres l'entourent. Il vient de prononcer les mots « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera ». Et donc, cette scène, c'est juste après. C'est au moment, juste après qu'il ait dit ça. Donc on a les réactions des apôtres. Alors, que je vous dise, parce que là, je n'ai pas la flèche, mais je vais vous les montrer. Alors, là, vous avez Thomas, le doigt levé. Barthélemy, qui est indigné, qui met les mains sur la table. Judas. Alors, Judas, il est là. Je ne sais pas ce qu'il dit à Saint Jean. Mais il tient la bourse, ici. Il tient la bourse où il y a les 30 deniers de sa trahison. Voilà, puis ils sont tous en train de discuter, là. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Hein.
Ça, donc, c'était la scène. Ensuite, j'en ai un autre. Attention. Alors ça, c'est quelque chose, ça. Hein, ça aussi, c'est un instantané, hein, parce qu'elle est en train de le décapiter. Hein. Donc, c'est une toile de Michel-Angelo Merisi, dit le Caravage. Donc, il a révolutionné la peinture du XVIIe siècle par son réalisme brutal, c'est le moins qu'on puisse dire, et l'emploi de la technique du clair-obscur. Donc, ce tableau que je suis en train de vous montrer représente la jeune veuve Judith, qui est très concentrée quand même, hein, elle est à ce qu'elle fait, hein. Et elle est en train de décapiter le roi assyrien Holoferne, qui a assiégé sa ville. Donc elle veut libérer ses habitants et elle veut trucider ce monsieur. Donc c'est en bonne voie là, hein, d'après moi. À côté, il y a la vieille servante qui a le sac dans lequel on va mettre la tête une fois qu'elle sera décollée. Donc vous voyez, tout ça, ça bouillonne, hein, quand même. Alors pour l'anecdote, il y a une autre histoire sur ce tableau. Regardez bien. Ça, c'en est un autre. Il a été trouvé dans un grenier à Toulouse il y a quelques années. C'est la Judith de Toulouse. Les experts sont encore en train de se battre actuellement pour savoir si c'est un Caravage ou pas. D'après moi, non, hein, mais enfin bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il a fait surface et après on ne l'a plus vu parce qu'il a été acheté par un particulier, un collectionneur. Mais on voit là, elle n'est pas du tout à ce qu'elle fait. Là, le Holoferne, regardez l'épaule comme elle est mal fichue. Hein. Il a l'épaule, je ne sais pas comment il a l'épaule. Enfin bref, moi je préfère l'autre. Comment on revient en arrière? Comme ça? Oui, la petite flèche, voilà. Ah oui, hein, il est mieux celui-là. Moi je préfère. Bah, Hein. Il est beaucoup plus beau celui-là. Hein. Il est intense. Hein. Ça, pour être intense, il est intense. Bon, alors, plus près de nous, alors on va repasser sur le vilain, là. Voilà, alors, ça c'est un tableau aussi qui raconte une histoire. Est-ce que vous connaissez ce tableau? Il y en a qui connaissent ce tableau. Alors, je vais vous dire le titre de ce tableau. Il s'appelle « Bonjour, Monsieur Courbet ». Vous vous rendez compte, c'est une parole. Son titre, c'est comme une bande dessinée. Son titre, c'est une parole. Il s'appelle « Bonjour, Monsieur Courbet ». Donc, le Monsieur Courbet en question, c'est Gustave. Je suis très intime avec lui. Peintre français du 19e siècle. Il est né en 1819 et il est mort en 1877. C'est un des premiers à avoir transgressé la hiérarchie des genres dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'était un individualiste. Il était amoureux des forces de la nature et amoureux des femmes. Il a peint des toiles vigoureuses et d'une grande modernité, à mon sens. Donc, cette toile qui s'appelle « Bonjour, Monsieur Courbet », au départ, lui, il l'avait intitulée « La rencontre ». Et il s'agit effectivement de lui, il s'est peint là, en train de marcher avec son bâton de pèlerin, et il a son attirail de peinture sur le dos. Et là, il rencontre son mécène et collectionneur, M. Alfred Bruyas, qui se promène aussi avec son valet et son chien. Donc on voit ce M. Bruyas qui sort son chapeau et qui le salue. Et c'est la rencontre. Et vous savez pourquoi il a changé de titre? Parce que ce tableau qu'il a exposé au Salon de l'Académie, il a fait scandale. Et pourquoi il a fait scandale? Mais parce qu'il était trop banal. Tout simplement. Et puis, on trouvait quand même qu'il s'était représenté très arrogant. Je ne vois pas ce qu'il y a d'arrogant, mais bon. Donc, du coup, ça a été « Bonjour, Monsieur Courbet ». Voilà. Toujours de lui, j'en ai un autre pour vous, qui vous parle aussi. C'est lui toujours. Donc c'est lui toujours, ça s'appelle Le Désespéré. Il l'a peint pendant 10 ans. Il ne l'a jamais exposé. Non, si. Donc il a mis 10 ans à achever ce tableau, l'a jamais exposé, mais c'est un tableau qui nous parle. On voit bien la folie de cet homme, le désespoir de cet homme qui a les yeux hagards, qui se prend la tête à deux mains, qui a la bouche ouverte. On peut imaginer qu'il gémit, qu'il crie.
C'est le désespéré. Ça, c'est lui qui l'a appelé comme ça. Pour vous faire rire, je vais vous montrer un autre tableau. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Alors, je ne suis pas désespérée, mais dans le cadre de l'exposition des artistes associés, c'était il y a quelques années, on avait fait un thème qui s'appelait « Débordement ». C'était tout à fait au début, j'étais jeune retraitée, comme tout jeune retraité qui se respecte, je faisais plein d'activités. Donc, je me suis fait mon autoportrait et autour, j'avais marqué toutes les activités. Ça va de la gymnastique aux leçons de piano, au jardinage, au sudoku, à l'OPPB, à la peinture, au dessin. Et, remarquez bien, tout à fait là-haut, c'est Monsieur Courbet, en train de jouer au désespéré. Voilà, donc je me suis prise, je me suis peinte dans la même posture exactement que lui, voilà, en train de hurler que j'étais désespérée parce que j'étais débordée. Voilà. Ensuite, ça on a vu les tableaux qui parlaient, mais il y en a beaucoup qui sont pleins de silence. C'est le cas en particulier d'un tableau d'un peintre américain que j'aime beaucoup et qui s'appelle Edward Hopper. Aucune parole n'est nécessaire. On comprend bien l'ambiance. Et c'est chaud, ça. Je peux avoir de l'eau froide, s'il vous plaît. Je veux dire bravo à Marie. Non, mais c'est exprès, hein. On me donne à boire de l'eau chaude. C'est pour la voix. Pour la voix, pas... Ah, c'est pour la voix? Voilà. Donc, on comprend bien que c'est ce que montre le peintre, toujours dans les toiles d'Edward Hopper. Et alors, on me fait des grands compliments, quelquefois, en me disant que parfois, ce que je peins ressemble, parfois, à des peintures de Hopper. Voilà. Donc, je vous en montrer quelques-unes de lui. Alors, il y a celle-là. Là, on a l'impression que ça parle un peu, quand même. Elle lui dit peut-être que c'est l'heure d'aller manger. Vous savez, la femme qui est à la fenêtre, qui l'appelle, visiblement. Lui, ça n'a pas l'air de le toucher beaucoup, on va dire. Ensuite, il y a... Celle-là, là, elle est bien toute seule, la pauvre. Voilà. Elle attend. Mais je ne sais pas si elle attend, parce qu'elle a déjà son café. Alors, je ne sais pas. Alors, ceux-là, ça, c'est très, très bizarre, parce qu'ils prennent le soleil, tous, mais ils ne sont pas ensemble, quoi. Hein. On a l'impression qu'ils sont les uns à côté des autres, mais ils sont... J'ai l'impression... Pour moi, c'est le tableau même de l'incommunicabilité. Ensuite, je crois qu'il y a les miens. Ouais, ça c'est un tableau à moi. Donc, ça fait un peu agence immobilière, mais enfin bon. Ça, c'était dans un café à Montparnasse. Et c'était rigolo parce qu'il y avait des jeux de miroirs dans ce café. Il y avait des miroirs partout, donc on se voyait en plein d'exemplaires. Et le dernier, ça c'est mon tableau préféré. Voilà, c'est un de ceux que j'ai fait, mais... il y a longtemps, hein. Il a au moins 25 ans, ce tableau. C'est un couple d'amis à moi. Alors, c'est l'homme et la femme. Hein. Elle est triste. Je trouve qu'elle est triste. Même s'il a un verre de champagne dans la main, elle est triste. Et lui, on le reconnaît très bien. Est-ce qu'il y a assez de glaçons? Non, j'en veux pas de glaçons du tout. Tu vois, je veux pas de glaçons. Je veux pas de glaçons. Je veux de l'eau toute bête. Vous avez vu l'artiste un peu? Excusez-moi, mais des glaçons, je vais avoir mal à l'estomac. C'est une question glaçon, je m'y connais, je m'appelle Glacial. Oui, en plus, je veux bien vous, mais pas de glaçons. Ah, il y a des avances. Glacial, oui, mais pas glaçons. Ouais, donc j'étais en train de vous dire que le monsieur, là, on ne le voit pas beaucoup, mais on le reconnaît très bien. Oui, quand on le connaît, on le reconnaît très bien. C'est très rigolo. Parce que, vous savez, les attitudes des gens, on n'a pas besoin de voir la figure. Rien que de voir la silhouette ou de voir un bout de corps, vous le reconnaissez. C'est marrant.
Alors, ah, chouette. Merci beaucoup. T'as gagné un point, Gérard. C'est bon. Bon, pour terminer ce chapitre, bon, je vais vous raconter des petites vidéos qui ont été faites depuis 2018 par la chaîne de télé Arte. C'est une série qui s'appelle Amusez-vous, amusez-moi. Bon, il y en a beaucoup qui doivent connaître. Hein. Bon, alors je vais vous raconter mes 3 préférés. Hein. Alors, le premier, c'est dans la serre d'Édouard Manet. Vous connaissez le principe? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le principe? Oui, parce que les ne connaissent pas. Bon, alors, les vidéos, on prend un tableau célèbre, d'un peintre célèbre, et on le fait s'animer. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des acteurs qui ressemblent au modèle, avec les mêmes décors, avec les mêmes costumes. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'on les anime dans des sketchs de 2-3 minutes, mais on leur fait dire des choses complètement anachroniques, quelquefois délirantes, et souvent très drôles. Bon. Donc ça, c'est le tableau qui s'appelle « Dans la serre » d'Édouard Manet. Il s'agit d'un couple, ami d'Édouard Manet, ami du peintre, et il les a fait poser dans sa serre, justement, dans son jardin d'hiver. Elle est assise avec son ombrelle sur les genoux, lui, il est derrière elle avec son cigare. Et dans une des séquences, je vais vous en montrer quelques secondes. Elle n'est pas contente parce que la fumée, ça fait plus de 100 ans qu'elle a la fumée qui lui vient dans la figure. Et ça, c'est terrible. Alors, même dans la scène, enfin, vous ne le verrez pas, mais elle lui propose un patch anti-tabac. C'est assez drôle. Donc, je vous le montre. Hop, hop. Voilà. Alors, comment on fait pour aller là? Voilà. C'est parce qu'elle n'est pas facile à gérer, là. À gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Ah oui, ici. Voilà. Super. Voilà. Vous voyez, là, c'est les gens. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fumé. Je l'ai dans la tronche depuis je sais pas combien de temps. Il y en a marre. Les dangers du tabagisme passif, tu connais? Mais qu'est-ce que j'y peux? C'est Mani qui a demandé que j'amène un cigare pour capturer l'instant. L'instant de quoi? L'instant, c'est ça l'impressionnisme. L'impressionnisme. Voilà. Donc ça, c'est le début. Et puis après, ça continue. Et ça dure 2 minutes, entre 2 et 3 minutes. Le suivant, il s'agit d'un autre impressionniste qui s'appelle Caillebotte. Hein? Et il a peint ce tableau qui est absolument magnifique, qui s'appelle « Les raboteurs de parquet ». Comme on peut imaginer, les 3 ouvriers qui rabotent, ils s'arrêtent de raboter dans la vidéo pour rire. Et ils parlent des 35 heures, des RTT, des heures sup, etc., etc. Donc, je vous les montre en mouvement un tout petit peu. Alors, j'y arrive, j'y suis, oui. Voilà. Et vous allez voir, ils rabotent. Ça, c'est génial. J'en ai marre, moi je fais une pause. T'en vas en l'air. T'as raison, passe le pinard, tiens. Je t'ai dit, je pense. Voilà. C'est drôle, passe le pinard. Ils se racontent des histoires, je trouve ça génial, moi. Mais bon. Et ensuite, le dernier. Alors, le dernier, c'est un tableau de Norman Rockwell. Est-ce que vous connaissez Norman Rockwell? Alors, c'est un peintre américain du XXe siècle. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises. Il a peint beaucoup de toiles très réalistes, d'une grande précision, et il a contribué à annoncer l'hyperréalisme d'ailleurs. Toutes ses œuvres racontent une histoire. Dans ce tableau qu'il a peint en 1963, qui s'intitule « Le problème avec lequel nous vivons tous », en anglais « The problem we all live with ». On voit une petite fille escortée par 4 agents fédéraux. En fait, c'est l'histoire vraie de Ruby Bridges. C'est une petite fille de 6 ans qui a été la première petite fille noire à intégrer une école blanche en Louisiane.
Devant l'hostilité de la population blanche, Ruby dut être escortée par 4 agents fédéraux afin qu'elle puisse aller à l'école. On voit la tomate là, hein, qu'il a manqué de peu. Ce tableau est devenu le symbole du combat pour les droits civiques aux États-Unis. Toute cette histoire est racontée par les personnages du tableau qui s'animent et parlent de la situation. Alors je vous le montre. J'ai fait la fin là, du coup. Elle est mignonne comme tout, la petite fille en plus. La première fille noire à aller dans une école blanche. C'est tout un symbole et c'est grâce à vous. C'est vous qui avez permis ça. On se moque qu'on ne vous reconnaisse pas. Ce moment qu'on a partagé ensemble, ça a changé la face du monde. Les gars. Ouais. Elle est petite, mais elle parle bien. Hein. Ouais. On continue ensemble alors? Ouais. Merci, messieurs. Et voilà. Voilà l'histoire. Alors, le dernier, mais il n'y a pas d'animation. Et le dernier, c'est rigolo, parce que c'est un tableau américain aussi. Hein. C'est un tableau de Grant Wood qui s'intitule American Gothic. Il a été peint en 1930. Il représente 2 personnages. La jeune femme, l'air assez sévère, quand même, on va dire, à côté de, on imagine son père. Hein. Et donc, il raconte leur histoire, mais il raconte aussi l'histoire du tableau. Parce que lui, il dit qu'il est le dentiste, par exemple. Et c'était vraiment le dentiste du peintre qu'il a pris comme modèle. Donc, je vais vous montrer les comédiens qui jouent les rôles. C'est extraordinaire comme ils ressemblent. Ah ouais. Regardez-les, comme ils sont marrants. Moi, je trouve ils sont hilarants. En plus de ça, leur sketch est à se tordre. Donc, bon, il faut rire. Bon, parce que c'est pas sérieux, hein. C'est pas sérieux. Il y a des gens, grands amateurs d'art éclairés, qui vont détester ce genre d'exercice. Pour la raison que l'art, A majuscule, R majuscule, T majuscule, est considéré par eux comme une chose éminemment sérieuse. Il ne faut pas être iconoclaste. Bon, je comprends hein, leur point de vue, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'aime bien rigoler aussi, même des choses sérieuses. Bon, maintenant, on va parler de peinture. Bon, c'est ce que je suis en train de faire depuis presque 1 heure, là. Hein. Alors, peinture et voix peuvent s'associer dans une activité éminemment controversée. C'est la critique d'art. On dit souvent que les critiques d'art, c'est des gens qui auraient voulu être artistes et qui n'ont pas le talent. Mais bon, ça c'est... Ça m'engage pas, hein. Moi je dis ce qui se dit. Hein. On peut quand même s'en méfier, parce que ce soit la critique de la peinture, ou la critique même de la voix, ou la critique de la littérature, quelquefois on prête des intentions aux auteurs absolument fausses, ou absolument à côté de la plaque, ou vraiment ça peut être complètement n'importe quoi. Par ailleurs, la littérature foisonne de bouquins sur l'art, sous toutes ses formes. Beaucoup de grands écrivains ont étudié et écrit sur la peinture. Alors, je vous en donne 2 seulement, mais qui sont quand même significatifs. Le premier, c'est notre grand Marcel Proust, hein, qui était un grand amateur de tableaux. Avant de commencer la rédaction de son bouquin, il allait au Louvre pratiquement tous les jours pour revoir ses tableaux préférés, hein, les Rembrandt, les Watteau, tout ce que vous voulez, les Vinci aussi. Il avait aussi de nombreux amis personnels, peintres, de Gustave Moreau, Claude Monet. C'était les amis de Marcel Proust, si j'y arrive. Dans La recherche du temps perdu, il a même créé un personnage de peintre qui s'appelle Elstir et qui est l'ami de Charles Swann. Et enfin, on se souvient de la célèbre formule. Ah, je vous le montre. Ça, c'est un Vermeer. C'est la vue de Delft
par Vermeer. Et Marcel Proust disait de ce tableau que c'était le plus beau tableau du monde. Rien que ça. Et alors dans la recherche, bien sûr, il y a la phrase célèbre, le petit pan de mur jaune. Ça, c'est l'écrivain Bergotte, figure imaginée par Proust, qui prononce ces mots devant le tableau avant de tomber raide mort. Ben oui, c'est dans la recherche. Hein. Autre écrivain, mais contemporain cette fois, c'est une femme, pour une fois, c'est une femme qui s'appelle Yasmina Reza. Elle a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Art, voilà. Et dans cette pièce de théâtre, il y a trois personnages qui se disputent pendant 2 heures autour d'une toile blanche qu'un des trois a achetée. C'est extraordinaire, c'est hilarant et c'est très intéressant. Enfin, il y a aussi des gens qui parlent beaucoup d'art. C'est les professeurs d'histoire de l'art. Je peux vous dire aussi que quand j'ai commencé à être à la retraite, j'allais très souvent à l'UTLA et je suivais assidûment les cours d'histoire de l'art. Très très intéressant d'ailleurs. Bon, là c'est fini pour la voie de la peinture, c'est fait. Alors maintenant, après avoir vu que la peinture pouvait parler, est-ce que l'inverse existe? Et pour dire comme Roman de Vos, est-ce que la voix se voit? Est-ce que la voix se voit? Ah oui? Est-ce que la voix se voit? Est-ce que la voix se voit? C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Il faut chercher. Hein. Moi, j'ai cherché sur Internet. Est-ce que la voix se voit? Alors, j'ai trouvé le premier tableau qui peint de la voix. C'est notre Marseillaise. Hein? Il s'appelle Isidore Pils. En 1849, il a représenté Rouget de Lille en train de chanter la Marseillaise. On le voit dans le salon du maire de Strasbourg, le bras levé, l'air martial. On entend là, on l'entend la Marseillaise. Et pendant que je cherchais les renseignements sur cette Marseillaise, je suis tombée plusieurs fois sur ce tableau. Alors peint par le chef de file des romantiques, Eugène Delacroix. Ce tableau s'intitule « La liberté guidant le peuple ». Donc ça représente une scène de barricade avec des personnages qui se battent. Et il s'agit des combats qui ont eu lieu à Paris contre Charles X pendant les 27, 28 et 29 juillet 1830, connus sous le nom des Trois Glorieuses. Donc c'est le personnage féminin qui attire tous les regards. Elle brandit le drapeau français et tient de l'autre main un fusil à baïonnette. Donc c'est une figure allégorique qui se mêle aux hommes, participe directement au combat. Elle rassemble le peuple parisien et les faubourgs dans un même hymne révolutionnaire. Et cette toile est souvent utilisée comme le symbole de la démocratie française. Vous voyez, notre démocratie française, c'est ça. Et en Amérique, c'est la petite fille noire avec les 4 agents fédéraux. Donc on ne sait pas si elle chante pas, elle crie pas, mais on entend quand même hein, l'hymne révolutionnaire, le chant du peuple derrière elle. Plus près de nous, et dans un autre style, qui c'est qui a peint la voix? Notre chère Toulouse. Alors, un peintre que j'adorais quand j'étais jeune, que j'aime toujours. Bon, alors il a peint beaucoup de chanteuses. Hein. Là, c'est Yvette Guilbert. Là, c'est Jeanne Avril. Là, c'est Aristide Bruand. Et enfin, un autre peintre. Là, c'est pas Toulouse. Figurez-vous que c'est pas un Renoir. Hein. C'est Degas. C'est Edgar Degas, qui n'a pas peint que des danseuses, il a peint aussi des chanteuses. Donc, il a été peint aux alentours de 1878, ce tableau. Il s'appelle La chanteuse aux gants, en français, parce qu'en anglais, il s'appelle La chanteuse de café. Je ne sais pas pourquoi il a 2 titres, c'est comme ça. Donc, Degas était très mondain, toute la vie parisienne l'intéressait.
les boulevards, les grands boulevards, les cafés-concerts, les cafés tout court, les chanteurs de cabaret, les chanteuses de café, les prostituées, les blanchisseuses, tout ça, ça l'intéressait. Et donc, tout dans ce tableau désigne la voix, complètement. Oui. L'expression. La vivacité, l'expressivité du geste, le bras dressé, qui aide à la montée de la note. Hein? Visiblement, on l'entend chanter. Hein? Complètement. Visiblement, on l'entend chanter. Avec la bouche complètement Peut-être un corset. Elle porte un corset à cette époque. Oui, elle devait porter le corset. Alors, Ça devait pas être évident. hein, pour chanter, ça ne devait pas être évident. Hein? Elle chantait moins large que nous hein, aussi. C'était des plus petites voix. Hein, C'est possible, oui. à cause de Ouais, tout ça. Hein, ouais, c'est vrai, en ouais. plus. On voit l'intérieur de sa bouche même. Hein? Ah oui, c'est sensuel. Un autre personnage qu'on entend aussi, c'est que vous connaissez bien. Hein? Celui-là, vous le connaissez. Hein, c'est l'artiste norvégien Edvard Munch. Il en a fait plusieurs versions. Là, il y en a une, et là, il y en a une autre. Moi, c'est celle-là que je préfère. Celle-là, moi j'aime bien. Je préfère celle-là. Alors, cette œuvre symbolise l'homme moderne tourmenté, emporté par une crise d'angoisse existentielle. Et c'est vrai que quand on le regarde, ce tableau, on est saisi d'angoisse. Il est très anxiogène, comme on dit maintenant. Mais je ne vais pas terminer, parce que j'ai presque fini. Oh, t'inquiète pas. Ah, j'ai 5 minutes. Oh, non, Je termine. on est largement bien. Je termine, mais je ne vais pas terminer sur une note angoissante, vous pensez bien. Au contraire, je vais vous parler d'une cantatrice, d'une diva, qui a été célébrée par un homme très célèbre, qui a d'abord fait de la peinture, et ensuite qui a fait du dessin, en particulier des petits Mickey. En fait, il a été le papa de Tintin. Il s'appelle Hergé et il a créé Bianca Castafiore. Et il a fait tout un album qui s'appelle Les bijoux de la Castafiore. Et alors, je vais vous montrer. Voilà. La Castafiore. On la voit chanter sur la couverture de l'album. Elle chante aussi à l'intérieur de l'album. Et c'est assez rigolo parce que elle chante toujours les premiers mots, les mêmes notes, les premiers mots de l'air des bijoux du Fausse de Gounod. Moi-même, je ne connaissais pas du tout cet opéra. Je ne connaissais que les premiers mots. Donc, avec cette cantatrice et avec une autre d'ailleurs, j'aimerais bien, si c'est possible, que Claire nous la chante vraiment. Avec plaisir. Hein? Elle nous chante vraiment, c'est le début de l'air des bijoux. Je n'ai jamais chanté cet air dans mon répertoire. C'est pas grave. Parce qu'il ne fait pas partie de mon répertoire. Alors, c'est bien, elle me souffle les premières paroles. Voilà. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Est-ce toi, Marguerite? Est-ce toi? Réponds-moi, réponds-moi. Réponds vite. Non, non, ce n'est plus toi. Non, non, ce n'est plus ton visage. C'est la fille d'un
présentatrices. Hein, l'une célèbre, l'autre qui va l'être. Hein, que je vais terminer mon petit speech. J'espère que vous n'avez pas trop dormi, que vous avez été intéressés. Hein, et que si vous avez des questions à me poser, on a un petit moment. Si je peux, je vous répondrai. Voilà. Oui, y a-t-il des questions parmi vous, les amis? Ah bah oui, assez passionnant, n'est-ce pas, ce lien auquel on n'aurait pas pensé entre la peinture et la voix. Pourquoi j'ai tenu absolument à ce que Marie-Hélène Cazot nous parle de ce lien, bien que ce soit elle d'ailleurs qui ait trouvé le titre, là, la voix de la peinture, alors que moi j'étais partie sur aussi les expressions, etc. Mais justement elle a englobé tout ça dans ce qu'elle vient de dire. Eh bien parce que lorsque l'on chante, on fait appel à nos connaissances et à des choses qui éveillent nos sens. Et la technique vocale, c'est beaucoup lié à des images. Alors il nous arrive, nos professeurs nous disent, et moi-même aujourd'hui, je transmets aux élèves en leur disant, vois quelque chose, essaye d'imaginer quelque chose. Parfois je leur dis, vois un grand jardin derrière toi et tu chantes dans ce grand jardin. Tout ça pour ouvrir l'intérieur de la bouche et que le son aille plus loin, toujours plus loin, pour agrandir la voix, pour trouver plus de puissance. Et donc on va aller puiser en soi des paysages, des sensations, des images qui vont nous aider à accéder à l'inaccessible. La voix, ce n'est pas que anatomique, ce n'est pas que physique, ce n'est pas que mécanique, un peu comme tout ce que l'on fait dans la vie d'ailleurs. Il y a aussi cette part de créativité, cette chose qui nous dépasse, immatérielle, et que l'on va ressentir, puiser dans nos souvenirs, dans notre vécu, dans nos sensations, dans nos émotions. Et tout ça, ça va nous aider à nous surpasser, à nous révéler, à se sublimer, à être, tout simplement. Voilà pourquoi ce lien, j'ai souhaité ce lien qui à la base ne paraît pas évident et qui pourtant l'est absolument. Y a-t-il des questions parmi vous, les amis? Non, oui. Je voudrais remercier Marie-Hélène qui nous a fait un exposé très vivant, très agréable. Merci. Quand tu dis que tu n'es pas très sociable, tu as montré quand même. Ah oui, ça a été une belle preuve. Parce que c'était drôle en même temps. C'était extrêmement intéressant. Donc merci pour ça. Et puis, moi j'ai vu des choses que je ne voyais pas en peinture, c'est-à-dire le tableau, les personnages qui parlent, les spectateurs ou qui voient et qui ressentent quelque chose, et le dialogue entre les personnages du tableau et le spectateur. Et ça, ce dialogue, je ressentais, je ne le voyais pas, je le ressentais peut-être, mais là, tu vois, tu m'as mis le doigt sur une façon d'appréhender la peinture. Merci. Oui, c'est-à-dire le fait de... Là, c'est une bande dessinée. Oui. Qui Non, mais c'est pas ça. Non, mais en même temps. Oui. Et c'est, en effet, ça nous rappelle le lien qu'il y a entre nous et cette toile qui semble figée. Et qui n'est pas du tout. Et qui ne l'est pas du tout. Non, et donc, se dire que lorsqu'on est face à une toile, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en communication déjà avec... Ben oui. Et la toile est différente et vécue différemment selon le moral que l'on peut avoir. Ah, ça c'est vrai. Il vit au travers de ce que l'on ressent et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Marie-Hélène. Ça dépend. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments de votre vie. Ça dépend des moments de la journée. Ça dépend. C'est un peu comme la musique, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a vécu, oui. Il y a des airs qui nous rappellent d'excellents moments. Alors on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis d'autres chansons, si c'est une histoire d'amour déçu
une catastrophe dans sa vie, eh bien on va dire, oulala, non, cette chanson, je l'ai aimée à un moment donné, mais maintenant je ne peux plus l'entendre, c'est trop fort pour moi. Eh bien une peinture, c'est peut-être tout à fait la même chose, comme un livre, comme tu as su l'expliquer. Voilà, donc l'art vit au travers nous, évolue au travers nous. Elle peut naître, elle peut respirer au travers nous, mais aussi mourir, être rejetée. Et oui. Y a-t-il d'autres questions ou interventions sur ce que vous avez ressenti, puisque nous sommes dans les émotions et les ressentis aujourd'hui, si vous avez quelque chose à transmettre sur des émotions. Mais ça, c'est la plus belle des émotions, ça. Voilà. Et oui, ou bien silence. ceux qui dorment, peut-être. Non, je crois qu'ils rêvent. Je crois qu'ils rêvent. C'est vraiment comme à la fin d'un concert, tu sais, quand le moment a été tellement magique, il y a ce moment de silence avant qu'enfin on applaudisse. Oui, ça c'est vrai. Et ça oui. existe, ça. Oui, Ouais. ça existe. Ouais. Le silence est Ouais. parlant. Bien sûr que le silence est parlant. Voilà. Le silence veut dire quelque chose. Et tout à l'heure, on parlait des natures mortes. Et on se disait... C'est vilain, bah, tiens, ce est-ce terme, que- nature morte. Oui, nature morte, c'est terrible parce qu'en fait, finalement, je me suis posé la question au moment où tu nous les as montrés. Je me suis dit, non, moi, tu vois, j'entends quelque chose. Et j'entendais le silence d'une cuisine où il n'y a personne. Je suis la seule à rentrer à la maison. Personne n'est encore rentré. Et j'entends ce silence qui a un bruit. Et puis j'entends les petits oiseaux, par exemple, si une fenêtre est ouverte, le calme d'un jardin. Et donc c'est intéressant. Il y a une autre atmosphère aussi. Mais ça, c'est ton imagination. C'est complètement mon imagination. Voilà, je vous fais part de mon imagination. Qui veut faire part de son imagination? Oui. Vous disiez que vous aviez choisi la peinture parce que vous n'arrivez pas à exprimer les choses que vous exprimez en mots. Oui. Est-ce que derrière chaque tableau, vous avez un message en particulier? Non. Ou est-ce que... Non. Non, Il y a tout non, non. C'est pas ça vraiment. C'est que je me suis rendu compte que quand je peins, c'est toujours moi que les gens voient à travers la peinture. Quel que soit le sujet que je traite, quelle que soit la peinture que je fais, c'est toujours moi que les gens vont appréhender et que les gens vont voir et que les gens vont comprendre ou aimer ou pas. Donc, mais c'est pas, il y a pas de volonté. Non, mais il n'y a pas de volonté. C'est comme ça. Je me suis rendu compte de ça, mais c'est inexplicable. C'est malgré moi, je veux dire. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal quand j'étais gosse. Je ne pouvais pas discuter parce que je me mettais à pleurer tout de suite, par exemple. Donc ça bloquait tout. Donc quand vous avez des épisodes comme ça, vous n'avez plus envie de parler. Oui, c'est traumatisant. Donc vous restez dans votre petit coin avec vos bouquins et puis votre crayon et votre papier. Voilà, grosso modo c'est ça. Hein. Et puis alors c'est après que les gens se disent « Ah mais tiens, mais c'est vrai qu'elle a peut-être quelque chose à dire. » Tu vois, c'est ça. Mais autrement, ça vient pas de moi, ça vient des autres. Et moi, tu vois, alors qu'on ne se connaissait pas, justement, quand on s'est rencontrés la première fois pendant cette exposition, eh bien, j'ai su qui était Marie-Hélène Cazot en regardant ces toiles. Oui, mais ça, c'est ton imagination aussi. Non, ce n'est pas mon imagination. C'est que j'ai regardé tes toiles, je me suis promenée dans cette grande salle, et à chaque toile, j'étais stupéfaite de... Déjà, c'est assez réaliste, ce que tu fais. Donc, ça dépeint quelque chose de la personne, du peintre. Les ombres, les lumières, cette capacité d'être... c'est tellement net, c'est tellement clair, c'est tellement limpide, sa peinture, que j'ai compris qui était cette femme, c'est-à-dire sincère, profonde. Non, mais c'est vrai, non, ce ne sont pas des mots... Oui, non, mais les violons, oui, tout à fait. Oui. Non, c'est pas du tout ça.
c'est la vérité que j'exprime. Et c'est intéressant parce que, alors que tu dis que, justement, que tu n'arrives pas forcément à t'exprimer par la parole, ce qui est faux puisqu'on vient bien de le voir. Ou non, mais je l'ai écrit avant. J'avais tout mais c'est écrit normal, avant. Il faut l'écrire, il faut le penser, il faut le mettre en mots. Exactement, Voilà, ouais. et c'est un bel exercice. Vous avez écouté toute votre vie. Mais de toute façon, la vie est un ça. exercice constant. Et donc, voilà, là, ce qu'on fait aujourd'hui, ce que je fais, tout, ce sont des exercices. C'est Voilà. toujours très agréable. C'est comme ça qu'on évolue. Mais c'est pour dire que ton pari est réussi. Merci. Dans le sens où tu sais nous parler, tu sais nous toucher, puisque tes peintures... Oui, mais c'est par mes peintures, oui. Oui, c'est par tes peintures, mais aussi parce que tu viens de faire aujourd'hui. Voilà. Et tes peintures, c'est toi, exactement. Comme moi, je m'exprime par la voix. Et c'est ça qui est extraordinaire. Là, je suis d'accord. Tant que l'on arrive... Les peintures, c'est moi. Tant que l'on arrive à s'exprimer, le tout est de réussir à s'exprimer dans la vie. Oui. Moi, je voudrais dire merci parce que c'est la première fois que j'ai vu les pommes de Cézanne, mais ça pourrait être les pommes d'un autre peintre, mais de cette façon-là, en fait, ça n'a pas duré, enfin si l'image a duré en fait après, mais je les ai vues vivantes, c'était très violent dans le sens où moi je les ai vues craquantes. Voilà. Et donc elles étaient vivantes et c'était plus une nature morte et c'était étrange. Voilà. Wow. J'avais jamais éprouvé ça en regardant un tableau. C'est beau ça. Bah, tant mieux. Ça fait saliver, on a envie d'en manger. Oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça nous rappelle l'essence, justement, le goût. Ouais, très intéressant. Mais je pense que c'était parce que c'était associé, en fait, ce que je voyais et ce que j'ai ressenti. Et là, c'est l'imaginaire, bien sûr, de les ressentir comme craquantes. Et je me suis vue en train d'en manger. Mais c'était parce que c'était associé à ce que tu disais aussi. Donc il y a l'évocation qui va avec la parole, avec la voix et avec ce qu'on peut dire, quoi. Donc on est encore le dans... lien était bien fort. Oui, et on est encore dans le fait d'insister sur la parole, les termes que l'on emploie, l'idée que l'on veut transmettre. Eh bien, grâce à ça, on peut avoir un public dans sa poche ou pas. On peut communiquer ce que l'on a à dire et le public peut ressentir ce que l'on voulait transmettre. C'est beau et en même temps ça fait peur, c'est ce qu'on a dit ce matin avec Alain Munoz qui a présenté La Voix dans la Résistance. C'est juste pour faire le lien. Ce matin on disait que la voix, ça pouvait être quelque chose de libérateur. On peut libérer un pays. Comme ça peut attiser toutes les haines. Voilà. La meilleure et la pire des choses. Voilà, exactement. Donc prenons soin de nos paroles. Choisissons bien nos mots, qu'ils soient pleins d'amour, de paix, qu'ils nous accompagnent dans la vie. Et nous vous souhaitons à présent une belle après-midi. Je vous rappelle. Je vous remercie. Exactement, on peut encore applaudir Marie. Je vais faire le lien tout de suite. Il y a derrière vous le monsieur qui est assis. Alain Merkès. Alain Merkès. Pour moi, je suis très émue de recevoir Alain Merkès qui a eu la gentillesse d'accepter de venir ici alors que c'est la même histoire que Marie-Hélène, nous ne nous connaissions pas. J'ai eu Alain Merkès au téléphone une fois, grâce à une pianiste qui est maintenant décédée il n'y a pas si longtemps que ça, Micheline Carrère, qui était pianiste à l'Opéra de Bordeaux. Et elle m'avait dit, appelle Alain Merkès, qui peut-être pourra t'aiguiller pour l'opérette, peut-être qu'il connaît encore des gens dans le milieu. Et donc, j'ai osé appeler Alain Merkès, qui m'a gentiment répondu. Il m'a donné des noms qu'il connaissait, que j'ai contactés. Il n'y a pas eu de suite après, mais qu'importe. Le contact était établi.
Et à partir de là, Alain Merkès, il est resté là, il est resté là. Et quand j'ai voulu parler de la voix, évidemment, et bien maintenant il est là. Tout à fait. Et donc, je vous invite du fond du cœur, si vous avez encore du temps, à 17h30, Alain Merkès va nous raconter son histoire. Parce que bien sûr, il a été chanteur lyrique. Il a suivi la trace de ses parents, bien évidemment, quand on a eu de si beaux exemples. Et puis, donc, il va nous raconter la carrière de ses parents, Paulette Merval, Marcel Merkès, épatante, carrière grandiose, comme vous ne l'imaginez même pas. Juste pour vous donner envie, il y a 365 jours dans l'année. Eh bien, en une année, ils avaient fait 408 représentations. C'est pour vous donner un peu une idée. Ça veut dire que Alain Merkès va retracer tout ça, toute cette époque flamboyante de l'opérette, mais aussi difficile, parce qu'il faut tenir. C'est l'époque aussi de Luis Mariano. Ils se sont bien évidemment connus. Donc tout ça, ce sont des souvenirs, si vous le souhaitez, dans quelques minutes, eh bien vous pouvez découvrir ce monde-là avec une personne qui l'a vécu, qui était sur les plateaux télé avec ses parents, et qui pourra aussi répondre à toutes vos questions et toute votre curiosité. Je vous remercie, j'espère que vous serez là. Il y a à disposition, en attendant, du thé, du café, des petits gâteaux pour vous remercier. Et à tout de suite. Merci.